On se retrouve sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, très chers téléspectateurs. Bienvenue à vous et bonjour. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Et aujourd'hui, c'est mardi. Je suis avec la team du mardi. Il s'agit bien entendu de Monsieur Willy Kessinotor, à qui je dis bonjour d'ailleurs. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, bonjour Marie-Esther, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Deuxième rendez-vous de cette semaine, le plateau du bien-être. Nous sommes là, nous y sommes et vous y êtes. C'est parti encore pour 1 heure de bonne ambiance, de bien-être bien évidemment et le tout saupoudré, vous le savez bien sûr, de la discussion, de la causerie, voilà. Exactement, la causerie que vous attendez sans doute. Alors patientez encore quelques instants, le temps pour moi de dire bonjour également à Marie-Esther et Ezekiel. Marie, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, bonjour Jacques. Ah ouais, ça commence encore. Ça a démarré. Ah ouais. Ça, non, mais c'est pas possible. Je risque de t'amender là. En tout cas, coucou à Jacques au passage. Vraiment, le fait de rester à côté de moi. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire, c'est des prénoms religieux. Jacques, Ezekiel, Samuel, vous voyez tout ça là. Non. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être toujours là avec nous de lundi à vendredi sur la télévision SOS Docteur TV. Merci beaucoup. Alors, vraiment, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée pour cette chaîne et surtout à l'endroit de cette émission que vous portez depuis quelques années déjà. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour le plateau, bonjour à nos chers fidèles du plateau du bien-être. C'est un plaisir encore d'être avec vous. Aujourd'hui, mardi, donc je fais mon entrée dans la semaine. Oui. Donc voilà, c'est un plaisir de vous retrouver et de partager voilà, la bonne ambiance et la bonne humeur avec nos chers téléspectateurs. En tout cas, restez en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission, car nous avons énormément de choses à vous donner par ici. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. Le 28 juillet est une date très importante dans la vie de tous les membres de SOS Docteur TV, car c'est l'anniversaire de notre directeur adjoint. Voilà. Monsieur Degwevi Yao Aticho, aujourd'hui c'est votre jour d'anniversaire. Nous vous souhaitons le meilleur, que tout ce que vous désirez, vous l'obtenez tout simplement, que la grâce divine soit sur vous, pardon. Que voilà, vos activités fleurissent, que le bon Dieu vous bénisse énormément pour tout ce que vous faites pour cette boîte et tout ce que vous faites pour la jeunesse également. Lily? Bien sûr, tu l'as dit, jour spécial pour un homme spécial, voilà. Et donc, joyeux anniversaire à vous, boss. Voilà, j'ai nommé Monsieur Ulrich Yao Aticho de la noble famille Degbovi. Voilà, joyeux anniversaire, que de bonnes choses tout simplement vous souhaite et que Dieu vous bénisse à la dimension de ce grand cœur-là que vous avez pour votre charisme, votre dynamisme, pour cette force tranquille que vous êtes pour nous, ce symbole de sagesse, joyeux anniversaire et plus d'élévation, plus de progrès tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important. Vous savez qu'après les joyeux anniversaires, il y a forcément des choses à couper. La partie très intéressante. Donc, boss, je pense que vous comprenez le langage codé et que le message est bien passé. Très bien compris. Joyeux anniversaire, boss. Moi, je veux chanter, hein. Alors. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bossaté. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bossaté, Monsieur Atito Degwevi. Vraiment, vous êtes un leader, vous êtes
pour ce cœur, ce grand cœur que vous avez. Et moi, en ce jour, je vous souhaite beaucoup de bénédictions, que le Seigneur vous garde et vous protège, qu'il vous remplisse de sa grâce, de sa faveur et qu'il vous élève tous les jours de gloire en gloire. Amen. Amen. La messe est dite. On dit souvent qu'après le numéro 1, c'est le numéro 2, non? Exactement. Donc voilà, donc c'est le tour du numéro 2 de la Exactement. maison. Bon santé, nous souhaitons un très très joyeux anniversaire, grâce, paix, bénédiction, voilà, le succès dans les entreprises. Bon, l'argent aussi, hein. Bien sûr, Beaucoup c'est de Dieu, ça, c'est important. important. Très important. C'est important, donc voilà. Donc normalement, nous on finit à 11h30. On est dans le temps. Normalement, on sera dans les temps. Donc, Bien sûr. 30 minutes pour les mises en place et tout. on sort du studio, on passe à gauche et puis on va Tout directement simplement. manger. Voilà. Et puis on gère. Voilà. Alors, vous le savez, monsieur Atito Boss AT, comme on a l'habitude affectueusement de l'appeler, c'est le papa des artistes. Ah oui. Alors, en ce jour, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu à lui envoyer des vidéos pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Et il y a une vidéo qui a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit de la vidéo de cet artiste-là, Erno. Je ne sais pas si vous le connaissez. Run of Praise, oui. Voilà. Artiste gospel. Exactement. Et voilà, nous allons regarder sa vidéo et on revient juste après. Hello, chef Atiso. Aujourd'hui, tu souffles une bougie de plus. Hello, chef Atiso. Aujourd'hui, tu souffles une bougie de plus. Quelle grâce, quelle bénédiction. Vivement que la protection divine soit ton partage et que les bénédictions de l'Éternel te localisent. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je prie que tu puisses recevoir le double. La santé est ta portion. Alors, je m'en vais te fredonner ta chanson préférée. Si on aime son nuit plaît mais nous faisons. Si on y si on aime ce mot, roi pédesia ou kenta. Nous nuit que des fous, si on aime au dé. Son nuit plaît mais nous faisons. Si on si vous aimez ce mot, roi pédesia ou kenta. Et toi nous amis, jamais les opères vraiment. Et planité pour toi, les fous aucun amen. Et n'y a bien fait si tu fais, si nous m'y doit mia gapenenya Mawoto musemi Dia mi lezo pe fwo me Ekpolamiti de boke le fuwo ke ambe Enye mia besi sope Si nou mi anudo mia gapenenya. Alors, rendez-vous le 9 août 2026 à 16h à ICC Hunti Gomé pour le concert dédié. Voilà, donc beaucoup d'artistes, comme je le disais, ont eu à lui souhaiter un très joyeux anniversaire à travers des vidéos. Et voilà la sélection de ce matin parce que nous allons annoncer sa venue dans l'émission ce vendredi. Il sera des nôtres, Erno, dans cette émission le vendredi. Donc, vous qui aimez bien ce qu'il propose, soyez donc au rendez-vous le vendredi pour ne rien rater de tout ce qu'on aura à faire comme entretien avec lui. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de joyeux anniversaire sans chanson. Bien sûr. Et sans gâteau. Forcément. Donc, joyeux anniversaire encore avec cette vidéo. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Électrifié. Je vous présente ma nouvelle version de l'anniversaire en semaine. Soukaino. Voilà. Oh, joyeux, joyeux, joyeux. Joyeux anniversaire. Ah, joyeux, joyeux, joyeux. Joyeux anniversaire. Et aujourd'hui,
Homme et attrayant, une femme gracieuse, à louer les seigneurs, pour son écrit de joie, à tomber tu m'as mon coffre. Allez, joyeux anniversaire, à toi qui fête où, pour te marier l'amour. Joyeux Que cette joie demeure pour toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Johnny Chanti Carlo. Joyeux anniversaire. Et c'est mon assassine de Manastar. Chanteur animateur et Jésus. On recommence. Peuple de Dieu, célébrons encore. Nous existons pour dominer. Allez, bon demain et l'amour. Africa, Europa, joyeux anniversaire. America, happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi qui fête ta naissance. Cumpleaños feliz. Johnny Chanti Carlo. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Vous allez un demain. Oh, Tama et l'amour. Voilà, encore une fois, très joyeux anniversaire à vous, hein, Boss AT. Encore quelque chose à ajouter? Non, joyeux anniversaire tout simplement. Sinon, happy birthday en anglais, en chinois, hi-hon, hi-hon, hi-hon. Et puis bon, digezan nuit na olo, ameveve, ma ope ya yira un tifafa jogbe nuit na nyeto, dagbe, e gane va zuganya. Ima, yema, yata la fisia. Kenya yedi. Ya yedi pour le causerie du jour. C'est mieux comme ça. J'ai dodo. Eh bien, on va y aller avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de la causerie. Allons-y. Voilà, le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci. Le silence est une force ou une faiblesse? Le silence est une force ou une faiblesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens, quand il y a un problème, se décident d'être silencieux, ne pas en parler du tout, rester dans leur coin. Est-ce que c'est la meilleure façon de solutionner un problème ou il faut quand même en parler, discuter et tout ça? Bon, moi, pour ma part, le silence, c'est une force, hein, parce que c'est quand même omniprésent dans nos vies de tous les jours. Ça permet aussi de se ressourcer, de réfléchir, de se redécouvrir ou de parler aussi en son fort intérieur. Et puis, ça peut éviter aussi beaucoup de choses. Bon, le fait donc de traverser peut-être un moment difficile, une situation compliquée, et ne pas en parler, garder le silence, pour moi, c'est une force, parce qu'il ne s'agit pas forcément de parler, mais il s'agit surtout d'avoir la sagesse pour savoir quand parler, voilà, quand dire ceci, quand transmettre. Faites ton usage pour pouvoir donc parler tout simplement. Donc, pour moi, c'est une force parce que ça favorise aussi la maîtrise de soi. C'est aussi un signe de maturité, d'écoute. Imaginez, je vous donne un exemple, quand vous êtes en train de peut-être vous provoquer quelqu'un, vous faites quelque chose, la personne est là calme, la personne ne parle pas, la personne ne bronche même pas, il ne réagit pas ni aux provocations, ni à tout ce que vous faites pour l'obliger peut-être à rentrer dans votre jeu.
déjà à partir de ce moment, c'est vous qui faites du bruit qui sera donc, je sais pas, gêné en réalité. Parce qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté pour l'autre personne. Donc automatiquement, c'est une force, je dirais même une puissance. Parce que au fond, le silence, je vais même jusqu'à parler de quelque chose de mystérieux. Parce que en réalité, vous ne savez pas exactement ce que pense la personne. Vous ne savez pas exactement ce qu'il voudrait faire ou bien qu'est-ce qu'il prépare comme méthode, comme stratégie pour pouvoir évoluer. Ça dépend donc de chaque domaine. Hein, de chaque domaine. Donc pour moi, c'est une force. Et surtout que derrière ce silence-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des réflexions. La personne réfléchit, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit procéder donc pour pouvoir surmonter la situation qu'il traverse. Par exemple, hier, dans le défi de la semaine, je parlais de ne pas se plaindre. Est-ce que vous voyez? Vous voyez. Donc, c'est pas une question de à chaque fois se plaindre à tout bout de champ, à chaque personne que vous rencontrez. J'ai tel souci, j'ai pas mangé, mon fils est à l'hôpital, je dois faire ci, je manque d'argent. Ben, tout le monde a des problèmes. Exactement. Mais imaginez si cette personne-là essaie donc de garder silence, de rassembler toute cette énergie-là, de rentrer en lui-même, il saura forcément comment faire pour trouver une solution, une faille, pour s'en sortir et avoir donc la meilleure solution, excusez la redondance, pour pouvoir donc évoluer. Donc ça permet aussi de pouvoir écouter l'autre, parce que à force de garder silence, ça permet même d'écouter l'autre, mais d'écouter vous-même, votre esprit ou votre lumière là qui sommeille en vous. Et puis bon, ça vous donne une certaine tranquillité, une paix et aussi un bien-être intérieur. Et puis vous évoluez comme ça jusqu'à ce que vous puissiez donc atteindre votre objectif. Donc ça vous confère aussi une certaine considération, d'accord, un certain charisme aussi vis-à-vis de votre entourage, partout où vous êtes, là où vous allez. On sait qu'à telle personne, attention, ben, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, donc on ne peut pas lui faire certain nombre de choses, on ne peut pas le mettre à tel niveau, on peut lui donner ce niveau, ce degré de respect à cause de ses comportements. Donc ça définit aussi quelque part un certain message extérieur de la personnalité de la personne. Donc pour moi, c'est une force. C'est vraiment powerful. Yeah. C'est powerful, yeah. Comme tu aimes bien le dire. Exactement. Power. Oui, Marie. Je vais aussi aller dans le même sens que William, en disant que le silence, en fait, en général, c'est vraiment une très belle chose en soi, parce que des fois, l'on a besoin de prendre ce recul-là pour se recentrer sur soi, essayer d'avoir ce calme intérieur et puis pour s'écouter, pour savoir puiser en soi et faire ressortir d'autres choses. Et des fois, quand tu fais ce silence-là autour de toi, ça te permet de mieux rebondir sur certaines situations, ça te permet de prendre une meilleure décision dans différentes situations. Et aussi, le silence, vraiment, c'est une force, parce que des fois, ne pas trop vite parler peut t'éviter, en fait, une situation qui pourrait peut-être te causer du tort. Mais si tu prends le temps d'être patient, d'analyser, d'observer, de voir, là maintenant, avant d'agir, tu sauras en fait comment parler, quoi dire, quoi ne pas dire et quand le dire en fait. Maintenant, aussi, en fait, le silence aussi dans certaines, dans certains domaines, par exemple, au niveau de la famille ou bien au niveau du couple, par exemple, quand on parle de silence, oui, des fois, tu peux être silencieux, mais par rapport à la communication côté entre hommes et femmes, des fois, ce n'est pas bien, parce que, par exemple, s'il y a une situation et que toi l'homme, bien toi la femme, il y a quelque chose qui te frustre à l'intérieur de toi, il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à parler, mais tu décides, ça te fait mal, mais tu décides de rester silencieux ou bien silencieuse, ça amène plutôt la destruction. Des fois, tu peux juste dire que, ok, pour le moment, si c'est l'autre qui est peut-être en colère, je vais peut-être garder un calme et après trouver un temps où vous essayez de discuter. Mais si, en fait, ce silence, tu te dis non, ça me fait mal, mais je dois parler. Et c'est toujours continuel, il y aura ce mal-là qui va être encaissé en toi et en fin de compte, finalement, un jour, tu vas t'exposer. Mais si tu le sors, vous parlez, vous discutez, vous communiquez entre vous deux, en fait, il y aura des solutions. L'autre saura que telle chose, tu n'aimes pas, prochainement, je ferai mieux, et ainsi de suite. Donc, dans le couple, moi, je dirais que le silence, ce n'est pas bon, c'est pas du tout bon.
même s'il y a une situation, prenez le temps qu'il faut d'analyser avant de pouvoir agir, et avec le temps, mais quand même ne restez pas silencieux ou bien chacun de son côté, non, si c'est comme ça, je fais ceci, ça c'est pas bon, ça tue vraiment le couple. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Et aussi, il y a certaines personnes, leur tempérament même, eux-mêmes, ils sont silencieux. Ils sont silencieux, pardon, voilà. Ils sont des personnes peut-être introverties, réservées. Ils ont peut-être mal ou bien ils n'ont pas apprécié certaines choses, mais ils peuvent même te dire, ok, mais alors qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas, ils évitent les conflits. Mais des fois, c'est pas que tu dois fuir les conflits, tu dois pouvoir être en mesure de pouvoir t'exprimer et parler, même si l'autre, en fait, ne va pas te comprendre, il faut quand même parler et faire sortir ce que tu as. Des fois, ça te libère même en le disant. Mais juste, tu choisis de le dire avec la sagesse, en fait, pour ne pas aussi offenser l'autre en le disant. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok. Ézéchiel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, le silence, comme Marie et Willy l'ont dit, c'est vraiment une force? Franchement, j'ai beaucoup écouté William et puis Marie-Esther sur le fait sur leur justification, selon le fait que le silence peut être une force dans beaucoup de cas. Et je ne vais pas dire que je suis contre leur avis. Je pense qu'ils ont donné leur justification par rapport à ça, et c'est tout à fait logique et compréhensible. Mais en tout cas, je vois les choses un peu d'une manière différente, hein, parce que pour moi, je pense que dans les cas extrêmes, le silence pour moi est à 60-70% plus une faiblesse qu'une force. Et je vais essayer de m'expliquer de la manière la plus simple possible, et de trouver les exemples les plus simples possibles pour vous expliquer ça. Alors, déjà pour moi, le silence, est-ce que c'est d'abord ce rapport de force? C'est d'abord une réaction pour moi. C'est-à-dire que le silence, c'est quand on dit que tu es silencieux, c'est face à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc et tu décides de ne pas forcément parler. Et pour moi, quand tu décides de ne pas parler ou de ne pas forcément t'exprimer, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu es à bout. Et que tu démontres, en tout cas, tu montres par le silence que tu es un peu à bout. Que tu n'as pas forcément les mots ou la force nécessaire en ce moment pour soit réagir ou soit parler. C'est vrai qu'on dit que parler sous le coup de la colère, que c'est dire des choses qu'on pourrait regretter plus tard, ou encore faire des trucs sous le coup de la colère, ou bien sous le coup d'une réaction, ou bien d'une action qui s'est produite, que c'est mal réagi, etc. C'est vrai, mais c'est aussi montrer aux gens en face que, ou bien à la personne en face, ou à la situation en face, que tu es à bout. Et quand on est à bout, c'est qu'on est faible d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'il faut peut-être un temps pour remonter, retrouver le moi, etc. Mais c'est que sur le moment, c'est qu'on est faible et qu'on ne peut pas forcément réagir. Donc pour moi, ça peut aussi vouloir dire faiblesse. Et dans la plupart des cas, c'est ça. Bon, prenons même le cas simple de la prière. Je parle dans le monde un peu spirituel de la prière. On dit que souvent, quand on en arrive à ne pas parler pour prier et qu'on se dit rester dans un recueillement ou dans le silence pour peut-être laisser Dieu, entre guillemets, écouter notre cœur, c'est que on est à bout, on ne sait plus quoi lui dire, et qu'on est dans une position de faiblesse, et donc on laisse Dieu s'en charger et écouter notre cœur. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc en vrai, est-ce que dans ce cas, on peut dire que oui, ça va être un silence construit, parce que si Dieu écoute directement votre cœur, il sait de quoi vous avez besoin ou ce qui vous chagrine un peu, vous voyez un peu, mais vous mettez dans cette position de faiblesse-là, dans le silence, pour que voilà, ça passe plus rapidement. Donc pour moi, ce n'est pas une faiblesse forcément négative, hein. C'est pas forcément, quand on dit faible, c'est pas forcément parce que vous ne pouvez rien faire ou que vous n'avez pas la capacité de le faire, mais c'est que dans ce moment précis-là, vous êtes un peu à bout, un peu dépassé. Vous êtes impuissant face à la situation. Et donc, vous restez calme, et voilà, vous restez dans le silence et vous exprimez, voilà, justement, voilà, ce silence-là face à la situation, peut-être pour après vous reprendre ou pour après pouvoir trouver les bons mots. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je pense que c'est d'abord plus une faiblesse qu'une force, parce que voilà, quand vous restez silencieux, tout le monde peut tirer sa conclusion, hein, de pourquoi vous l'êtes ou de pourquoi vous n'êtes pas resté silencieux. Mais je pense que la plupart du temps, on sent que voilà, c'est parce que la personne n'a pas forcément l'énergie ou la force nécessaire de réagir sur le moment que cette personne reste dans le silence. Donc c'est un peu de la manière dont moi,
je vois les choses. C'est que peut-être je vais surprendre plus d'un, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je veux dire quelque chose par rapport à ce que Ezekiel vient de dire. En fait, j'ai aimé la partie où il a ajouté que, bon, des fois, cette faiblesse-là n'est pas négative, en fait. En fait, moi, je veux juste ajouter qu'il faut que nous comprenions que des fois, cette faiblesse-là, c'est peut-être encore en fait une faute parce qu'un être humain en fait il y a des limites par rapport à beaucoup de choses. Des fois on arrive à bout et je pense même que il y a même dans la parole de Dieu, si je prends la phrase, même c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu agit. Ou bien on dit souvent que le faible dit je suis fort. Donc des fois il faut qu'on comprenne que cette faiblesse-là ne doit pas être en fait comme si tu as lâché prise, donc ça veut dire que bon, tu ne peux plus faire quelque chose. Oui, il faut accepter ça. C'est pas une faiblesse pour avoir honte, mais une faiblesse pour comprendre que là où je suis, ma propre force ne peut plus le faire. Donc je préfère accepter cette faiblesse-là pour que Dieu prenne le contrôle de toutes choses en fait. Donc vraiment, il faut que les gens comprennent cela, la faiblesse, il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut vraiment l'accepter aussi. Oui, je suis silencieux face à ça parce que je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire par rapport à ça. Donc voilà. C'est pour ça que je suis sur le fait que c'est pas forcément négatif, quoi. Voilà, ça peut être vu d'une manière, en tout cas, les gens interprètent ça comme ils veulent, mais seul vous savez pourquoi vous êtes silencieux. Surtout donc, quand tu es un homme, en fait, on dit, non, toi, un homme comme ça, devant cette situation, tu es faible, pourquoi tu peux pas parler et tout ça, mais la personne même sait la raison pour laquelle il préfère garder silence. Parce que si parler ne va rien résoudre, autant en fait rester silencieux. Donc voilà. Ok. J'ai une question avant Willy, n'oublie pas ce que tu aimerais dire. J'ai une question. Par exemple, si on se retrouve dans une réunion au travail avec son supérieur et tout ça, et voilà, il se passe que voilà, vous avez peut-être posé un acte qui n'a pas plu à votre supérieur et vous êtes en train d'être sermonné et tout ça. Et arrivé à un moment, votre supérieur vous demande des explications par rapport à ce que vous avez eu à poser comme acte. Alors, est-ce que dans ce genre de situation, décider de garder silence serait une force ou bien une faiblesse? Mais non, hein. Franchement, non, parce que c'est une circonstance particulière. C'est-à-dire que vous avez fait un truc, si vous êtes conscient que ce que vous avez fait n'est pas bien et qu'on vous sermonne pour ça, mais vous devez donner des explications. Ou soit, à la limite, vous excusez pour ce que vous avez fait. Ça, par contre, c'est-à-dire que quand c'est clair dans votre tête, il n'y a plus à se poser la question de si je dois parler ou non. C'est-à-dire que quand c'est clair dans votre tête, vous devez parler. Mais justement, la faiblesse réside dans le fait que quand c'est pas clair, non seulement c'est pas clair dans votre tête, mais vous n'avez pas les mots justement pour directement expliquer ou parler. Dans ce cas précis, quand votre patron, vous avez fait quelque chose, votre patron vous dit, ok, vous avez fait ci, il vous servait, il vous dit, donne l'explication. Mais si vous n'êtes pas capable de donner l'explication sous le coup de la pression, au moins excusez-vous d'abord. Et peut-être après, vous aurez l'occasion de vous expliquer par rapport à ce que vous avez eu à faire. Donc moi je pense que la question ne se pose même pas, c'est une circonstance claire, on est dans le monde professionnel, il faut rester professionnel. Vous comprenez un peu, donc voilà, l'explication peut se donner ultérieurement, mais au moins vous pouvez, si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, présenter des excuses et avancer. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un cas qui est particulier, c'est vrai que la question peut se poser, parce qu'on parle de silence en général vraiment. Voilà, c'est important qu'on touche du doigt chaque point. Oui, mais je pense que dans ce cas précis, il faut juste trouver les quelques mots pour essayer de expliquer ce qui s'est passé après. S'il y a d'autres occasions de pouvoir bien expliquer et de s'expliquer clairement envers ses supérieurs, quoi. Bon, c'est comme ça que moi je vois la chose. Je pense que c'est ça. Il faut donner des explications. Il ne faut pas se taire si ton supérieur te demande. C'est important. Même si c'est peut-être tu n'as pas fait exprès de ce que tu as eu à commettre comme erreur, on t'a sermonné. Ou bien si tel que Ezekiel le disait, si vraiment tu as eu à faire, tu t'excuses et puis bon voilà, tu expliques réellement. Peut-être que moi j'ai vu ça comme ça et puis. Mais des fois peut-être comment dire, la frustration, l'offense. Peut-être que la personne dit si des fois on dit je n'ai pas envie de parler parce que voilà, la personne se sent offensée, peut-être qu'il n'a pas aimé la correction, peut-être. Donc c'est ça qui peut dire, la personne peut dire que bon, ok, je préfère me taire, je ne veux même plus parler de cette histoire. Dans ce cas précis même, on peut clairement dire que c'est plus une faiblesse pour vous de ne pas vous exprimer. Exactement, la nuance, c'est très important de le préciser. Oui, c'est plus une faiblesse pour vous. Si vous exprimez
pas, Mhm. mais votre patron peut vous tirer les conclusions comme il veut. Bien Vous sûr. aggravez Voilà. la situation. Ok, Oui. c'est ça. Vous Donc, aggravez la situation. voilà, donc je pense que C'est pour très cela clair. que je disais que en fait c'est aussi d'avoir la capacité, avoir la sagesse de savoir quand parler, quoi dire et comment exprimer ses émotions. Surtout avec respect. Quand tu prends le domaine professionnel, comme tu l'as dit, surtout avec respect, parce que en réalité face à une situation qui vous secoue un peu, si vous devez y aller sous le coup de la colère ou bien de l'émotion, ça va être négatif. On est tous d'accord, ça va être négatif et vous serez obligé donc de dire des choses regrettables, ce qui peut vous coûter très cher après. Donc l'idéal, c'est pour cela moi je dis que c'est là où moi je parle de le silence comme étant une force. Parce qu'en réalité le silence même est bruissant de parole parce que certes vous êtes silencieux de façon physique quand vous voit, mais on sait que bon, en votre fort intérieur, il y a forcément quelque chose qui se passe. Et après forcément vous devez donc revenir sur le sujet ou bien revenir après pour dire telle chose. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un silence passif. Est-ce que vous voyez? C'est un silence actif en fait. En votre fort intérieur. Au lieu de laisser libre cours peut-être à vos émotions, sous le coup de ce qui s'est arrivé de façon soudaine, vous préférez donc garder le silence comme étant une force pour vous, qui vous donne donc une certaine maîtrise de soi, de vos émotions, avant maintenant de s'exprimer avec respect vis-à-vis de la personne. Parce qu'une chose est de s'exprimer, l'autre est que la personne aussi comprenne exactement ce que vous voulez dire. Et c'est là où le message passe. Alors, si vous êtes donc comme celui-là, comme tu dis, qui par exemple ne peut pas parler ou bien a peur de parler en public, par exemple, est faible, oui, il est faible, d'accord. C'est-à-dire que celui-là n'a pas la capacité de surmonter ou bien de maîtriser ses émotions. Donc là, déjà, c'est compliqué pour lui. Donc l'idéal, d'accord, sur le coup, on peut donc s'excuser. Encore que quand on te demande une explication, c'est encore bien. C'est une opportunité pour toi de pouvoir peut-être justifier ou bien te défendre. Ou de rectifier Exactement. D'où dans la tête de la personne, il sera que, donc c'est moi qui pensais autrement. En réalité, il avait aussi sa raison. Est-ce que vous voyez? Donc ça revient à cette personne-là de pouvoir faire le juste milieu de la chose pour avoir donc cette sagesse dont je parle, pour savoir quand parler et quoi dire et comment donc exprimer l'émotion avec un certain respect pour que le message puisse passer. Je voudrais revenir quand tu parlais de ce moment de prière par exemple. Je l'ai dit, le silence est bruissant de paroles. Certes, on est silencieux pour être dans la présence de Dieu, mais forcément dans la tête, il y a des choses qu'on dit, forcément. Il y a des choses qu'on dit. Certes, on est fatigué de pouvoir encore prononcer, d'avoir cette force-là de pouvoir parler à Dieu de façon ordinaire quand on prie, mais en réalité, en notre fort intérieur, on parle. Et il y a des prières silencieuses qu'on fait. Et Dieu, on le dit, ce qui sont les cœurs et les rêves, forcément, il vous écoute et il va agir. Et à partir de là, maintenant, vous retrouvez une certaine force pour pouvoir évoluer. Toujours est-il que ce silence-là, c'est une force, mais l'essentiel, c'est d'avoir la sagesse pour pouvoir évoluer normalement. Ok, c'est bon. Je pense que on a fait quand même le tour du sujet. Comme Willy l'a dit, moi je vais encore le rejoindre en disant que le silence n'est pas forcément une force ou bien une faiblesse. Moi, le silence pour moi, ça dépend de quand on l'utilise en fait. Ça dépend de la situation qui se présente devant soi. Ça dépend de la sagesse avec laquelle on décide d'utiliser ce silence-là. Parce que des fois, le silence peut créer des problèmes et d'une part aussi, le silence peut également solutionner des problèmes. Du coup, il faut avancer, il faut tout faire avec une certaine sagesse, savoir quand parler, quoi dire. Et s'il faut se taire également, car c'est très, très important de savoir comment extérioriser ses émotions. Et si on extériorise ses émotions et que on sait très bien que ça peut créer d'autres problèmes, mieux vaut se taire, prendre son souffle et tout ça, et après revenir vers la personne, discuter calmement. Parce que comme ils l'ont dit, c'est vrai qu'il y a des fois, quand vous ne savez pas parler, franchement, vous créez autre chose carrément et vous risquez d'être vraiment incompris. Donc, quand vous êtes face à une situation, prenez le temps de respirer, souffler et tout ça, cogitez et dites-vous, est-ce que la phrase que je m'apprête à dire, c'est une bonne phrase? Ou bien, bon, est-ce que le silence que je m'apprête à faire, c'est une bonne chose? Posez-vous les bonnes questions avant d'agir, tout simplement. C'est tout ce que moi je dirais pour conclure cette causerie de ce matin. Et sur ce, nous allons marquer une pause et revenir derrière.
À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, donc de retour dans cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut, et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et nous allons donc la poursuivre avec l'info du jour à William. Et nous restons au Togo aujourd'hui. Bien sûr, on reste au Togo pour commencer. La Somento qui forme donc les médecins sur les nouvelles thérapies contre le diabète. Je vous explique tout juste après le jingle. Le diabète est un défi de santé publique et pour le relever, les médecins togolais se recyclent. C'était donc le samedi dernier à Lomé. La Société de médecine interne du Togo, Somento, a tenu son séminaire de formation continue, un rendez-vous devenu stratégique pour décortiquer les dernières avancées thérapeutiques. L'objectif est de renforcer les capacités des praticiens afin d'offrir aux milliers de Togolais diabétiques un suivi plus performant. Le point dans ce sujet de Nachat Tchazodi. C'est un fardeau qui pèse lourd sur le système de santé. Le diabète touche aujourd'hui des milliers de Togolais et les cas ne cessent d'augmenter. Face à cette flambée, la réponse passe aussi par la formation continue. La Société de médecine interne du Togo a réuni médecins généralistes, spécialistes et étudiants autour des nouvelles approches thérapeutiques. Pendant plusieurs heures, l'objectif était d'harmoniser les pratiques et de mettre l'ensemble du corps médical à niveau au regard des avancées thérapeutiques de 2026. La prise en charge du diabète de type 2, le pied diabétique, les nouvelles recommandations, les nouvelles découvertes de prise en charge et autres. Donc à la fin, j'ai amélioré mon jargon de prise en charge et je vais rentrer ce soir moins bête, avec un bon jargon, avec beaucoup d'éléments pour bien prendre en charge les patients. Ce séminaire a vraiment été l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur le diabète et ses traitements. Également les différents traitements dont nous disposons localement afin de pouvoir mieux prendre en charge nos patients. Je prends en charge les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. Donc le diabète gestationnel fait partie de mon domaine. Et même si je n'ai pas cette qualification de le prendre en charge correctement, je m'associe couramment avec le diabétologue pour qu'on puisse prendre en charge normalement et efficacement la femme enceinte pour éviter des complications au cours de l'accouchement et en cours de gestation. Et ce fut très intéressant et appréciable. Nous aurons voulu que cette formation soit ouverte au grand public les prochaines fois pour que la population générale puisse bénéficier de cette formation, pour que les mesures génodététiques, pour également que la population puisse vraiment respecter la prise des médicaments et tout le reste de la prise en charge du diabète. Pour la Somento, il ne s'agissait pas seulement de former, il s'agissait de renforcer l'ensemble de la chaîne de soins, des médecins jusqu'aux hôpitaux, afin de garantir à chaque patient diabétique une prise en charge à la hauteur. Mais aussi, vous savez que dans cette maladie, il y a beaucoup d'évolution dans la prise en charge. Et nous sommes aussi là pour échanger avec les autres, avec tout le monde, sur l'évolution, même si cette évolution, certains médicaments qu'on utilise, certaines technologies qu'on utilise ne sont pas encore arrivés chez nous, mais nous allons échanger sur ça et voir comment faire venir cette forme de prise en charge chez nous.
notamment dans la prise en charge avec l'insuline, notamment aussi avec les nouveaux produits dans la prise en charge de ce diabète. Nous allons essayer de voir pour nous rencontrer 2 fois chaque année pour repréciser la prise en charge du diabète chez nous au Togo. Au-delà de la formation et du renforcement des hôpitaux, la Somento lance un appel que chaque Togolais se fasse dépister tôt. Un réflexe simple qui peut éviter les complications graves et sauver des vies. Voilà à l'instant le point sur cette formation organisée par la Somento, attendez Société des médecins internes du Togo, à l'endroit donc des médecins sur les nouvelles thérapies contre le diabète. Deuxième information de ce jour, Blandine. Deuxième information de ce jour, Willy, aujourd'hui c'est le 28 juillet, c'est la journée mondiale contre l'hépatite. Alors cette journée a pour objectif de sensibiliser la population aux hépatites virales, encourager le dépistage, promouvoir la vaccination, notamment contre l'hépatite B, favoriser l'accès au traitement des soins, lutter contre les idées reçues et la stigmatisation, accélérer les efforts pour éliminer l'hépatite virale comme problème majeur de santé publique d'ici 2030. Qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite correspond à une inflammation du foie. Les hépatites virales sont principalement dues au virus A, B, C, D et E. Les hépatites B, C et D peuvent devenir chroniques et entraîner des complications graves comme la cirrhose et le cancer du foie. Pourquoi donc faut-il particulièrement en parler et surtout en ce jour du 28 juillet? Parce que l'hépatite peut évoluer sans symptômes évidents pendant longtemps. Une personne peut donc être infecté sans le savoir et le dépistage est ainsi essentiel pour connaître son statut et bénéficier rapidement d'une prise en charge si nécessaire. En 2024, notez bien, environ 287 millions de personnes vivaient avec une hépatite B ou C chronique dans le monde. Et ces deux infections ont été responsables d'environ 1,3 million de décès. Du coup, c'est vraiment important et essentiel d'aller se faire dépister contre l'hépatite. Et le thème retenu pour finir pour cette année 2026 par l'OMS est hépatite. Brisons les barrières. Donc voilà. Si vous êtes à la maison et que vous ne vous êtes pas encore fait dépister des hépatites, c'est l'opportunité pour vous en cette journée de pouvoir y aller. Faites juste un programme, allez à l'hôpital, demandez quand même, faites des renseignements et juste après, faites-vous dépister car une maladie qu'on connaît tôt, on la traite mieux. Voilà. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec santé, environnement. Et aujourd'hui, Willy nous embarque dans nos cuisines et nous allons parler des éponges de cuisine. Et ce sera juste après le jingle. Bon, le jingle de santé environnement n'est pas encore prêt, mais on va y aller. Voilà, bien sûr, on va y aller avec les éponges de cuisine, l'objet le plus contaminé de la maison. C'est ça le thème donc de santé environnement aujourd'hui. Vous savez, ça nous aide donc à nettoyer nos assiettes, nos verres, les casseroles. Mais cette petite éponge de cuisine peut cacher des millions de microbes invisibles, ce que beaucoup de gens ignorent. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'elle est vraiment l'objet le plus contaminé de la maison. Et je vous explique, voilà, avant de continuer, c'est quand même utilisé plusieurs jours, en fait par jour, naturellement dans toutes les maisons. Sinon, sauf ceux qui ne lavent pas leurs assiettes. Je dis ça, je dis rien. Il y en a debout aussi. D'accord. Bon, d'accord. Bon, je fais coucou aussi. Je dis rien. Ouais, mais tu vois les gens comme le boss à thé. Ouais, ça c'est bon, ça aussi c'est codé, toujours dans le cadre de l'anniversaire. Ça peut aller. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, oui, justement. Et je fais coucou à ceux-là aussi qui, une fois déjà, qui mangent dans leurs assiettes, bon, ils laissent ça là-bas moisi, après ils vont jeter, et d'autres personnes recyclent après. Je vous passe le bonjour. Et donc, vous savez, elle est utilisée plusieurs fois par jour, elle reste souvent humide et retient aussi parfois, vous devez le savoir, des résidus alimentaires, d'accord? Et c'est des conditions qui favorisent la multiplication
multiplication des bactéries ou encore des moisissures qui peuvent ensuite contaminer la vaisselle ou encore les aliments et d'autres assiettes. Donc, vous convenez avec moi qu'une éponge qui paraît propre, en réalité, n'est pas forcément une éponge saine. Oui. D'accord. Alors, je vous donne donc, avant de vous dire comment éviter cette contamination, je vous donne ce que vous risquez lorsque vous entretenez de façon mauvaise une éponge. Déjà, vous risquez la contamination des aliments, je l'avais déjà dit, ou encore vous augmentez le risque de diarrhée. Et aussi, vous pouvez donc avoir le risque de transmettre des microbes d'une surface à une autre, parce qu'il y en a qui utilisent donc l'éponge de la vaisselle par exemple pour encore faire autre chose, pour nettoyer d'autres choses, et surtout quand c'est en contact avec d'autres aliments qui dégagent une certaine odeur, ça le fait pas aussi, et contaminer les ustensiles de cuisine ou encore les mains. Et le danger le plus grand, c'est qu'on utilise la même éponge pour nettoyer la vaisselle et encore peut-être les verres à boire par exemple, et beaucoup de choses. Et on se plaint après que bon, ça sent pas bon, il y a tel problème, surtout quand ça a été en contact avec de la viande ou du poisson, voilà, du poisson cru, voilà, je précise. Maintenant, comment arriver à éviter cette contamination? Premièrement, vous rincez soigneusement l'éponge après chaque utilisation, ok? Et serrez-la bien et laissez-la sécher dans un endroit aéré, c'est-à-dire, il y a fion s'il est mignon, quoi. Associé à t'es peu que foi. Bon, si tu insistes, de toute façon, c'est à l'étoile. Voilà. C'est important de la sécher dans un endroit aéré. Voilà. Et puis, éviter aussi de laisser constamment de l'eau dedans. C'est aussi important de pouvoir donc débarrasser de l'eau. Et puis, utiliser des éponges différentes, que ce soit pour la vaisselle ou pour nettoyer d'autres surfaces. Il y en a qui utilisent les éponges de vaisselle, par exemple, si c'est pour faire le ménage à la cuisine, c'est pratiquement la même chose qu'ils doivent utiliser sur le comptoir là de cuisine. Après tout, on va laver les cuillères, les verres à boire, les assiettes, la casserole, et puis bon, c'est pas du tout clean. Et surtout quand il y a de l'huile dans les assiettes, ou bien si c'est en contact avec les poissons crus, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de débarrasser donc tout cela avec de l'eau simple, on préfère tout de suite mettre de l'éponge avec du détergent, et tout cela, ça ne donne pas quand même, c'est pas une bonne hygiène. Voilà. Et aussi, surtout, lavez-vous les mains avant, surtout et après avoir donc manipulé l'éponge avant donc de pouvoir prendre contact avec les aliments. Et surtout, remplacez votre éponge dès qu'elle dégage une mauvaise odeur. Et surtout, voilà, ou quand ça s'effrite, où il y a des signes d'usure, tout de suite, vous pouvez les échanger. Donc, je disais la dernière fois, Marie en sait quelque chose dans sa rubrique, je disais qu'il y a des gens qui se passent les éponges dans la famille. Les éponges pour se laver. Et donc, c'est important. Oui, ça existe. Nous sommes au Togo, ça existe. Oui, et c'est important de pouvoir changer les éponges. C'est vrai ce qu'il dit. Il y a des parents qui utilisent les mêmes éponges que pour leurs enfants. Oui, parce qu'on se dit, bon, il n'est pas encore grand, alors que c'est grave. Donc, c'est important de changer les éponges, que ce soit pour le bain, mais la même chose également pour les assiettes. C'est vrai qu'on l'ignore, mais en réalité, ça entraîne beaucoup de microbes et c'est pas bon pour nous. Donc, c'est aussi important, hein, je compte vivement sur vous, chers téléspectateurs. Et pour conclure, je dis en matière d'hygiène, en réalité, les plus grands dangers sont souvent invisibles. Donc, pensez à entretenir et à remplacer régulièrement, surtout, votre éponge de cuisine, parce qu'une cuisine saine aussi commence par des gestes assez très simples. Voilà. C'est ce qui donc constitue l'objet principal de Santé Environnement aujourd'hui. Les éponges de cuisine, l'objet le plus contaminé de la maison. Les éponges, ça ne coûte rien du tout. Hein. Même si c'est au supermarché, ça ne compte rien du tout. C'est important. Changer fréquemment, c'est très, très, très important. Merci beaucoup, Willy. Avec plaisir. Nous allons passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des mots doc, vous le savez, hein, c'est très simple. Vous regardez la vidéo après, le quiz va suivre. Vous allez jouer au jeu et espérer être tiré au sort le vendredi dans cette émission les mots doc avec le thème la fièvre.
Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame, ça va? Oui, ça va. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je veux voir un docteur. C'est pourquoi? Mon fils fait de la fièvre. Il fait la fièvre depuis quand? Depuis 3 jours, monsieur. Et c'est maintenant que vous venez à l'hôpital? C'est-à-dire que vous attendez, quand il y a un problème, un cas comme ça là, au lieu de courir pour venir à l'hôpital, vous attendez d'abord que ce soit grave avant de courir pour venir. Mais là, tu as tué ton enfant. Aïe, comment ça, monsieur? Non, 3 jours. L'enfant souffre. Au lieu de l'amener à l'hôpital, tu le gardes à la maison depuis 3 jours. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu l'as tué? Je le pugeais. Ah, tu puges l'enfant. Un enfant qui fait la fièvre. Et tu veux qu'il guérisse comment? Hein? Mais là, tu l'as tué. Tu l'as tué. Il va s'établir comment? Il ne peut pas s'établir. Aïe! Ah. L'hôpital, ce n'est pas le dernier recours. Hein. Ce n'est pas quand tout est gâté là, on court pour venir à l'hôpital. Tu as compris? Voilà. Bon, trêve de discussion. Il faut payer 10 000 francs pour la consultation. Ah. Tu dis quoi? C'est 20 000, hein? Mais moi, c'est pour t'arranger, moi, je dis ça. D'accord, monsieur, je vais vous donner l'argent. Audrey. Je vais t'appeler comment? Tu tombes toujours mal. Regarde, là. Faut pas me pousser à te détester, Audrey. Madame, votre enfant a quoi? Madame, ça fait 3 jours qu'il fait de la fièvre. Je l'ai purgé, mais ça ne va toujours pas. Madame, on ne purge pas un enfant qui fait de la fièvre. Ce qui est recommandé, c'est de mettre une serviette dans de l'eau. Vous la trempez, vous mettez soit sur la tête ou bien sur le corps de l'enfant. Ou bien vous ouvrez le robinet, vous laissez l'enfant sous le robinet. Ça aide à baisser la fièvre. Mais c'est ce que je lui disais tout à l'heure même. Oh. C'est ce que je lui disais. Hein? D'accord, madame, je ne savais pas. Venez avec moi. Oh, personne ne plus. Tu vas où? Tu as payé? La consultation est gratuite. Et puis, c'est même pas chez vous, on paye. Gratuite ou pas, moi, c'est pas mon problème. Si c'est gratuit, moi, je nourris ma famille comment? Monsieur Go, vous avez un salaire. Et puis, ça, c'est pas à mon niveau. Madame, venez. Regarde, ton défenseur n'est pas là. Si tu continues, moi, je vais te botter. Moi, je vais te botter. Arrêtez. Je dis, personne ne bouge ici. Elle n'a pas payé. Madame, donc, non, elle paye ou bien. Mais attends, et puis si tu continues, je vais te botter. Et je vais apporter qui? Si je les comprends, je vais le botter. Bouge pas, on bouge pas. Qui bouge pas? Regardez-moi ça. Pour te regarder avec la... Merci. Madame, venez. J'ai dit de toi à moi. Tu vas changer quand? Docteur, je vais changer. Mais moi-même où je suis là, je ne sais même pas quand. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. En cas de fièvre persistante, il faut A. Attendre plusieurs semaines. B. Consulter un professionnel de santé. C. Ignorer les symptômes. D. Prendre des antibiotiques sans avis médical. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes donc sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous allons poursuivre cette émission en marquant une pause musicale et on revient juste après. Voilà, donc de retour dans cette émission, nous allons y aller avec à l'hôpital. Marie, est-ce que tu es prête? Oui, c'est bon, on peut aller. On peut y aller. Jingle. Voilà, donc Marie, aujourd'hui, tu nous parles de l'automédication à l'hôpital.
oui. Genre, il y a des gens qui sont à l'hôpital et qui font encore de l'automédication. Oh, mais c'est grave. Wouh! Dis-nous tout. C'est fort. C'est ce qu'on appelle Nacola. En fait, Oui. en fait, ce n'est pas forcément que, mais Mhm. c'est l'automédication aussi en général. Ok. Ah Ok, ouais? d'accord. Ok. Ok. Et je Ah. suis sûre que nous tous ici, en général, nous nous retrouvons dans ce lot-là où des fois, Non, même si vous non, pouvez pas non, vous non, poser- non, Pardon? pas du tout. Donc, non. mets pas dedans. Je suis non. très entourée d'un médecin. Non, non, là, non, c'est non, bon. non. Je suis Non. très entourée d'un Ça médecin. veut dire que vos entourages à la maison aussi arrivent. Oui, Ah mais oui, c'est- ah oui. c'est nous Ah la oui. police dans nos maisons. Ah, D'accord, il faut ça, rentrer ça, dedans. ça, c'est très, très Ma mère peut témoigner. Elle m'appelle Doki Taboubuto. Ça, c'est C'est ça. très, très, très C'est bien. nous la police chez nous à la maison. Là, Ah, c'est bon, c'est Oui. déjà bon. Mm. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'adonnent à cela, surtout à la maison, tout le monde s'adonne à l'automédication et tout. Quand tu as un souci, par exemple, tu as un mal de tête, voilà, je prends paracétamol ou bien je prends tel médicament et puis voilà, et puis c'est Ça bon, va. ça Mm, va. mm. Alors que tu n'es pas allé vers un personnel de santé, un professionnel pour se faire consulter pour savoir quelle est la raison de ce mal de tête et tout. Oui. Donc, pourquoi l'automédication est-elle dangereuse? D'abord, nous allons parler en général et maintenant, après, nous allons voir des personnes là qui sont encore à l'hôpital et maintenant, peut-être qui, parfois, ce qu'on t'a déjà prescrit, peut-être une autre personne vient chez toi et te dit que, oh, non, moi, j'ai eu ça la dernière fois, tel produit là, c'est pas ça, moi je préfère, je vais te donner ça, là, ça a vite travaillé pour moi. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'automédication, elle est très dangereuse. Elle peut masquer des symptômes d'une maladie qui est plus sérieuse. Oui. Par exemple, tu as des douleurs, comme je le disais, un mal de tête, et tu as juste pris un produit, un calmant. Voilà, ça passe. Une ou deux fois, ça passe. Alors que tu ne sais peut-être pas que c'est peut-être une maladie qui est en train de... C'est peut-être de l'hypertension. qui cause cela. Mhm. Peut-être souvent on dit palu. Souvent c'est ce qu'on dit quand tu as mal de tête. Alors que c'est C'est autre pas le chose. cas. Mhm. Ça peut être le stress, ça peut être beaucoup de pression, beaucoup de choses qui peuvent donner. Mais toi, tu prends juste ce calmant. Et voilà. Alors qu'il y a une maladie qui est là à l'intérieur de toi que si tu étais parti un peu plus tôt à l'hôpital, le médecin va te consulter, va te demander d'autres symptômes poser un diagnostic. Et là, on pourra détecter très vite le mal qui était caché à l'intérieur de toi. Donc, c'est pour cela que je disais que cela peut masquer les symptômes d'une maladie qui est très sérieuse. Elle peut entraîner également les effets secondaires. Par exemple, tu es quelqu'un qui souffre peut-être de l'ulcère. Et par exemple, tu t'en vas prendre peut-être de l'anti-inflammatoire ou bien quelque chose. Et toi, tu ne sais pas que ce produit-là peut déclencher maintenant l'ulcère en fait. Et voilà, tu le prends. Cela te cause encore autre chose. Des effets secondaires que peut-être si tu avais su que dans mon état, je ne peux pas utiliser ce produit, cela aurait évité ces effets secondaires-là. Également, il y a certains médicaments qui ne doivent pas rentrer en interaction avec d'autres. Il y a d'autres, quand tu prends tel produit et tel produit, normalement, les deux ne peuvent pas aller au même moment. Cela peut provoquer encore d'autres complications. Oui. Mais si tu ne pars pas chez un spécialiste pour savoir si je peux prendre ça pour qu'il puisse te donner vraiment l'ordonnance qu'il faut qui sera compatible à ce que tu as. Toi-même, tu décides de faire l'automédication, il n'y aura que de complications. Également, par rapport aux antibiotiques, il y a beaucoup de personnes, quand tu es infecté, les infections, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, je vais prendre un antibiotique, je vais prendre un antibiotique, c'est les plaies. Heureusement qu'aujourd'hui, même dans les pharmacies, ça ne se vend plus sans ordonnance. ordonnance, on ne te donne plus les antibiotiques. Ouais. Oui. Voilà. Mais attendez-vous bien, il y a d'autres personnes, même si ils cherchent encore des personnes pour aller faire tout pour qu'ils puissent recevoir ces antibiotiques. Vous-même, vous savez, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas. Ça a l'air risqué, ça relève de la fraude, mais bon. Voilà, mais ce n'est pas vraiment, c'est pas du tout bien, parce que nous devons savoir que une mauvaise utilisation des antibiotiques, cela en fait favorise la résistance des bactéries, rendant les infections plus difficiles à traiter. Exactement. Voilà, donc c'est très très important. Et également un mauvais dosage
tu ne sais pas si dans ton état, tu dois prendre peut-être un comprimé, d'autres comprimés. L'autre te dit que non, moi je l'ai pris et puis bon voilà, ça a travaillé pour moi. Toi aussi, tu ne connais pas, tu sais pas si vous avez les mêmes poids, vous avez les mêmes capacités à pouvoir supporter. Toi, tu le prends comme ça. Donc, très chers téléspectateurs, pour votre santé, c'est très important de se rendre chez un spécialiste ou un personnel de santé. Et maintenant, pour ces personnes-là qui se retrouvent à l'hôpital déjà, où ils ont déjà reçu un diagnostic, mais qui peut être un proche ou bien quelqu'un de la famille qui est venu rendre visite ou bien quelqu'un qu'on connaît, parce que, bon, peut-être, parce qu'avec des fois les produits, il faut être patient, il faut vraiment suivre les procédures, mais pour d'autres personnes, parce que peut-être que ça ne va pas, il y a d'autres personnes qui viennent te donner une idée, bon, non, moi j'ai utilisé ça, ça a marché pour moi et tout, mais toi et cette personne, vous n'avez pas reçu les mêmes diagnostics, ça peut marcher pour elle, mais pour toi, tant que tu as un docteur, un spécialiste qui a déjà diagnostiqué, tu dois être juste patient et suivre cette ordonnance-là qu'on t'a donnée. Et ne pas suivre une autre personne qui vient te parler. Parce que des fois, dans ces moments-là, on est désespéré, on cherche des solutions un peu partout. Donc, il faut vraiment éviter cela. Alors, pour conseil de prévention, ne prenez jamais un médicament sur les conseils d'un proche sans avis médical, comme je le disais. Respectez toujours la dose et la durée de traitement prescrit. Des fois, quand on prend les produits, un jour, 2 jours, 3 jours, on voit que c'est bon, on arrête. Alors que des fois, le docteur te dit, prends jusqu'à 10 jours, jusqu'à 14 jours. Mais nous, peut-être à 4 jours, à 5 jours, vous dites non, c'est bon, je ne ressens plus. Mais c'est ça qui va encore causer autre chose. Donc, c'est très important de respecter la durée du traitement et la dose. Et ne réutilisez pas une ancienne ordonnance pour une nouvelle maladie. Voilà. Des fois, vous avez déjà une ordonnance qui a été déjà prescrite. Il y a voilà, la maladie ou bien quelque chose revient. Allez plutôt consulter, ne reprenez ça. Non, comme c'est encore les mêmes choses, je vais seulement aller à la pharmacie pour prendre. Non, il faut aller chez un personnel de santé. Vous savez, ce n'est pas, aller chez un personnel de santé, si c'est, des fois les gens pensent finance ou bien comment aller, on va prendre encore de l'argent. Aujourd'hui, il y a les CMS, il y a les CHU, il y a, voilà, si vous n'avez pas les moyens, rendez dans ces centres de santé-là pour se faire consulter, ne serait-ce que pour parler à un docteur, parler à un personnel de santé. Et si vous avez les moyens, rendez-vous dans une clinique privée. Donc, tout cela, c'est pour... Comme la clinique internationale Dr Koudom. Donc, c'est ça, c'est pour votre bien. L'automédication, nous devons savoir que ce n'est pas un geste anodin, mais c'est pour protéger votre santé et celle de vos proches. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé pour votre bien. C'est très important. Merci beaucoup, Marie. En tout cas, éviter l'automédication, c'est très mauvais parce que ça ne vous avantage vraiment pas, absolument pas. Vous aggravez des fois la situation sans le savoir. En tout cas, Marie a pris le temps de bien vous expliquer tout ce que vous risquez en pratiquant l'automédication. Oui. Pardon-nous, maman, à la maison, s'il vous plaît. Les enfants, s'il y a donnez-lui ceci, donnez-lui cela, donnez-lui cela. Oh, c'est ça, c'est ce que j'ai. aller chez la bonne dame à côté. C'est ce que j'ai toujours utilisé quand j'ai accouché ou bien ceci. Non, pardon, allez vous faire consulter. Et comme ça, regardez, cette affaire-là. Non, maman, vraiment. Dieu qui nous sauve. Mais on vous aime. Les docteurs sont là pour vous, d'accord? Rapprochez-vous d'eux, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Voilà, nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission de ce matin. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai été en compagnie de Willy aujourd'hui. Merci Willy. Avec plaisir. Marie-Esther, merci. Merci, avec plaisir. Ézéchiel, merci. Toujours un plaisir. Merci également à toute l'équipe technique. Nous remercions également vous, nos chers téléspectateurs qui êtes restés en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Bonne suite de nos programmes.